Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière rencontre sur le stand du Forum des lecteurs de la Foire du Livre de Brive avec Corrèze TV. Nous recevons pour cette dernière rencontre, donc c'est une rencontre qui s'organise autour des thèmes du lien. Nous recevons Laurent Wirth pour un livre intitulé « À l'armes égales ». 1914-1945, de l'Alsace à l'Auvergne, une histoire de famille. Ça, c'est le sous-titre aux éditions Les Monédières. Et puis lui, Olivier Vité, La Dame des Vignes Hautes, et pas des Hautes Vignes, pardon, La Dame des Vignes Hautes, aux éditions Calman Lévy. Alors, c'est deux livres qui s'intéressent à l'époque de la guerre. En plus, exactement, vous, Laurent Wirth, on commence l'histoire de votre famille. Donc, c'est un vrai récit familial à partir de la guerre de 14, avec des spécificités extrêmement romanesques, bien que certainement très difficiles à vivre. Et chez vous, dans votre roman, Louis-Olivier Vité, on est en 46 et on attend que les soldats rentrent. Je vais commencer avec vous. Racontez-nous un petit peu dans quel contexte on arrive dans le Limousin. Alors, d'abord, juste le décor, c'est la Haute-Vallée de la Dordogne. On est en Corrèze, on n'est ni dans le Lot, ni dans le Périgord. C'est la Dordogne, oui, c'est la Dordogne. Voilà. Mais c'est la Haute-Vallée de la Dordogne. Oui. Et c'est dans mon village, j'ai toujours connu une ferme perdue en haut sur la colline. Une ferme dont un jour le vent avait fait tomber la cheminée. Donc, on n'avait pas fait rebâtir la cheminée. Et pour pas que la cheminée ne fume trop, on laissait hiver comme été la porte grande ouverte. Et dans cette ferme, tout était noir de suie. Alors j'ai voulu prendre cet endroit comme exemple d'un endroit où il fait bon vivre, parce que c'est la Haute-Vallée de la Dordogne, mais où c'est quand même assez compliqué. Et dans cette ferme, il y avait deux vieux qui vivaient là, et dont le mari était gendre. Alors être gendre, c'est très compliqué, ça veut dire qu'on n'a aucun droit. Voilà. Et donc lui, il avait juste le droit de dormir et de manger le soir. Et la journée, il fallait qu'il soit dehors. Il n'avait pas le droit de revenir à la maison. C'était la femme qui était la patronne. Et j'ai mis dans ce milieu qui existe, j'ai mis une jeune femme, une femme de 40 ans, oui, une jeune femme. À l'époque, c'était moins une jeune femme. C'était moins une jeune femme. C'était moins neuf, ouais. Et j'ai mis une femme de 40 ans, mais qui est une femme, une vraie femme. Une femme qui a des désirs, qui a des envies, qui a envie d'être belle, qui a envie de plaire, et qui attend le retour de son amoureux, qui s'appelle Pierre. Et les hommes rentrent de captivité dans le village. On voit revenir Paul, Jean, etc. Mais Pierre ne rentre pas. Pierre ne rentre pas, sauf que son épouse Johanna, elle, a envie de revivre. C'est la fin de la guerre. Elle a envie d'être heureuse, elle a envie de danser, elle a envie de chanter, elle a envie de s'amuser. Sauf qu'entre ces deux vieux, ces beaux-parents, cette ferme ruinée et les conventions de l'époque, elle ne peut rien faire. Et elle est suspendue au retour de Pierre pour redevenir une femme, une vraie femme, une femme qui a des désirs, une femme qui a envie de toucher, d'embrasser, de serrer, de vivre. Et c'est très compliqué. Et son mari ne rentre pas. Et elle va quand même avoir besoin, à un moment donné, de renouer du lien avec la vie, tout simplement. Et elle se souvient que cette ferme, on a vendu toutes les terres pendant la guerre pour survivre. Sauf qu'elle se souvient qu'à un moment donné, sous un tas de ronces, il y a une vieille vigne. Et elle va se mettre en tête de refaire vivre cette vigne. Ce sera son enfant, son bébé, sa vie à elle, sauf que toute seule, elle ne peut pas. Et avec les deux vieux, elle ne peut pas. Donc elle va aller chercher des bras dans le village qui est dans la vallée. Et là, tous les dangers, tous les désirs, toutes les envies sont là. Oh, disons qu'elle les choisit, les bras. Oui, elle les choisit. Ouais, disons qu'elle en pince pour un homme qui s'appelle Adrien et qui est bien mystérieux quand même. Bon, j'en dis pas plus. Non, alors c'est vrai qu'Adrien, c'est un homme qui arrive et qui a toutes les qualités et tous les défauts du monde. C'est-à-dire que parfois à l'auberge, on le retrouve ivre-mort, mais il garde quand même de la dignité. Il y a quelque chose au fond de cet homme, il y a une flamme extraordinaire qui fait qu'il est beau. Même quand il se met lui-même dans une situation de déchéance, il reste beau et il reste attirant et il reste mystérieux. Et on a envie d'aller au bout, de savoir qui est ce gars, qui est ce type. Alors, les tout derniers mots du roman, pour celles et ceux qui se sont un peu intéressés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à ce qui s'est passé, à l'épuration des intellectuels, peut-être est-ce que vous pourrez mettre vraiment un vrai nom sur ce personnage d'Adrien, parce que je me suis inspiré d'une histoire vraie, en tout cas pour cet intellectuel-là, qui aurait pu croiser effectivement notre héroïne. Et on n'en dira pas plus, parce que si on le dit, on révèle tout ce que j'étais en train de vouloir cacher. Donc ne le disons pas. En revanche, Johanna, cet Adrien, il a quelque chose d'une grande solidité, parce qu'elle est suspendue. Elle est suspendue à l'attente d'un homme qui est là au moment où elle attend, qui n'existe pas, qui n'existe plus là présentement.
Alors c'est un livre, moi je dirais que c'est un livre sur le désir. Et l'attente. Et l'attente, le désir féminin et l'attente. Et c'est un livre de femme, c'est un livre d'homme, mais au féminin. C'est un livre sur qu'est-ce que le désir, qu'est-ce qu'être belle, qu'est-ce qu'être dans l'envie d'être, dans l'envie d'exister, dans l'envie d'avoir du plaisir. Tout simplement, ce mot qui est tabou, le plaisir, prendre du plaisir à vivre, arrêter de souffrir parce que c'est la guerre où on met la tête sous la couette en attendant que ça se termine. Là, c'est fini. Il fait beau, on chante des chansons très rigolotes à la sortie de la guerre, et elle a envie d'en être et elle ne peut pas en être. Mais est-ce qu'une femme de 40 ans en 1946 a le droit d'aimer, le droit à la passion et le droit à exalter? Eh bien, c'est très compliqué. Elle a le droit quand il s'agit de s'occuper de deux vieilles sœurs, par exemple, comme dans le roman. Elle a le droit quand il s'agit d'être au service des autres. Mais pour son plaisir à elle, pour son corps à elle, pour son esprit à elle. C'est très compliqué, surtout à l'époque. Déjà aujourd'hui, c'est pas facile. Alors vous imaginez, à la sortie de la guerre, c'était terrible. Alors, vous étiez en train de dire que c'était un lieu qui vous avait inspiré, inspiré cette histoire, donc vous êtes parti de faits réels. Est-ce que c'est le lieu qui était réel, ou est-ce que vous avez rencontré des histoires qui vous ont plutôt guidé? Alors, pour écrire, moi, ma façon de travailler à moi, il me faut trois choses. Il me faut un décor, il me faut des personnages et il me faut une action. Voilà, je prends mon décor, je mets mes personnages dedans et je les fais bouger et parler. Et là, le décor, je l'avais depuis tout petit, parce que ce monsieur que je voyais traîner toute la journée dans la montagne, parce que sa femme lui interdisait de rentrer à la maison dans la journée, ce monsieur, je l'ai connu, il était adorable avec sa besace et son manger dedans pour le midi. Et ce décor-là, je l'ai porté en moi. Et pour vous dire la vérité, dans mon village, il y a un boulanger qui était adorable et qui réparait les horloges. Et un jour, dans cette ferme, on lui dit « Dis donc, Dédé, tu peux pas me réparer l'horloge, elle s'est arrêtée. » Et c'était tellement crasseux dans la maison qu'il n'a pas trouvé l'horloge. Et c'est la femme qui est allée tirer un truc, et effectivement, il y a un bout de la crasse qui s'est ouverte, et derrière, il y avait l'horloge qui est apparue. Pour vous donner une idée de cette ferme, mais dans laquelle on ne devait pas être malheureux. Et moi, j'ai voulu faire bouger mes personnages. Donc, cette femme qui a envie d'être désirée, est-ce qu'elle l'est désirable? C'est une Bovary ou pas? Je pense qu'elle est moins... Elle est moins dans le fantasme, elle est moins dans l'envie de paraître, d'être et de transgresser, en fait. C'est une anti-Bovary, je pense. C'est une femme qui est belle parce qu'elle a envie. C'est pas une femme qui est belle parce que physiquement elle est belle. C'est une femme qui est belle parce qu'elle l'est, parce qu'elle donne, parce qu'elle montre d'elle-même. Et c'est ça que j'ai voulu vraiment mettre en avant. C'est-à-dire, on n'est plus dans le paraître, on est dans l'être. Et cette femme, elle est dans l'être, et c'est ce qui la rend si belle et si désirable. Merci Louis-Olivier. Est-ce que Laurent Wirth, est-ce que cette histoire vous ramène à des choses que votre famille a pu vous raconter de cette immédiate après-guerre, qui fait partie aussi de votre livre? Oui, le problème dans le cas de cette histoire, qui est une histoire vraie, et bon, qui, à la différence de votre livre, est un récit historique et non pas un roman, c'est en fait quelque chose qui m'a profondément marqué quand j'étais enfant, tout petit, à deux reprises. La première fois, au moment du drame d'Oradour-sur-Glane, quand je suis rentré à la maison en suivant mon grand frère qui pleurait et qui a dit à notre père en rentrant on m'a traité de nazi à l'école parce que nous étions Alsaciens et parce qu'il y avait des Alsaciens à Oradour. Il a dit ça à mon père qui a été résistant et qui a failli se faire tuer à plusieurs reprises dans la première division française libre. Et j'ai vu, pour la seule fois de sa vie, mon père pleurer ce jour-là. C'était un choc, hein. J'étais en maternelle à l'époque et je me souviens encore de cette image. Le deuxième choc que j'ai eu, c'est quand dans le grenier de la maison d'Alsace, de mon grand-père paternel, le père de Pierre, mon père, j'ai trouvé un casque à pointe. Et j'ai dit à mon père, mais qu'est-ce que c'est? Et mon père m'a dit, c'était le casque de mon père, de ton grand-père. Et j'ai réalisé que mon grand-père avait fait toute la guerre de 14-18 dans l'armée allemande. Alors que mon autre grand-père, et j'aimais mes deux grands-pères, mon autre grand-père, qui venait de passer l'internat de médecine en 1914, lui a fait toute la guerre dans l'armée française. Et le pire, c'est que leurs deux régiments, le 139e régiment d'infanterie d'Aurillac
et le 169e régiment d'infanterie badois se sont retrouvés face à face dans les Vosges. Donc mes deux grands-pères étaient ennemis pendant la guerre de 14. Alors ça veut dire, pardon de vous couper, que Albert Gineste, Oui. était donc votre grand-père maternel. Mon grand-père maternel, oui. Lui, il était donc médecin chirurgien de guerre. Oui. Et puis Joseph Wirth était tireur d'élite dans l'armée l'armée allemande. Tireur d'élite dans l'armée allemande, Tout exactement. en étant alsacien. Alors bon, moi je me suis consolé enfant en me disant, bon, il a été forcé, etc. Mais je me suis aperçu qu'il a fait une vraie guerre. Qu'il a été blessé 3 fois, et qu'il n'a pas fait la guerre en traînant les pieds, qu'il a vraiment fait la guerre dans l'armée allemande. Et alors là, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que ces deux hommes qui étaient dans les armées ennemies pendant la guerre de 14, leurs fils vont devenir de très grands amis, parce que tous les deux vont rentrer dans la résistance, et tous les deux, après le débarquement de Provence, le 15 août 1944, vont rejoindre l'armée de Lattre qui remonte par la vallée du Rhône et vont s'engager dans la même unité qu'est le bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique. Donc l'Alsacien et l'Auvergnat, Jacques l'Auvergnat, le fils d'Albert, et Pierre l'Alsacien, le fils de Joseph, s'engagent dans un bataillon où il n'y a que des Néo-Calédoniens et des Tahitiens. Ce qu'on appelle le bataillon des guitaristes, mais qui savait aussi tenir les mitraillettes et les mitrailleuses, puisqu'ils ont permis la victoire de Bir Hakeim. Et ils vont faire toute la guerre, ils vont finir la guerre. Donc, si vous voulez, moi, ça poser un problème d'identité. Suis-je alsacien? Suis-je auvergnat? J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Aurillac, donc je me sentais auvergnat, vraiment. Quand j'allais en Alsace, j'avais des grands-parents qui ne parlaient pas le français, ou très mal. Ma grand-mère venait me border le soir en me disant « Tu dormir maintenant ?» elle parlait un français petit nègre. Donc j'avais ce problème d'identité. Et j'ai réussi à surmonter ce problème d'identité, je pense, avec ce que j'appellerais des racines aquatiques. D'abord parce Qu'est-ce que c'est que des racines aquatiques? Ah ben je vais vous expliquer. Le Rhin et la Dordogne sont les deux fleuves qui ont bercé mon enfance. La Dordogne... Voilà. Merci. Oui, tout à fait. Et la Dordogne, je suis d'une certaine façon lié viscéralement à ce fleuve, parce que quand j'étais enfant, je passais toutes mes vacances à la Xintrie cantalienne, un petit village qui s'appelle Chosnac, qui surplombe la Dordogne, et nous allions nous baigner à Spontour, le départ des Gabarres sur la Dordogne. Et j'habite maintenant, plus en aval, à Creys. La Dordogne coule au fond de mon jardin. Et d'une certaine façon, je pense à une phrase qui a été prononcée par Jean Jaurès, c'est en allant vers la mer qu'un fleuve est fidèle à sa source. Je suis allé vers la mer et je reste fidèle à cette source qu'est la Dordogne. Mais le Rhin, dans tout ça, bien, je pense que là, j'ai aussi surmonté ce problème parce que le Rhin de mon père, c'était un Rhin qui n'avait qu'une rive unique, parce que l'autre côté, c'était les Allemands. Sur la roche d'Istein, qui était face au village, il y avait des batteries allemandes. Et quand on ne pouvait pas traverser le Rhin. Mon père a essayé une fois de traverser le Rhin, et ils ont été reçus de l'autre côté à coups de pierre. Avec un ami, ils ont tenté le coup, traverser le Rhin en barque, ils ont été reçus à coups de pierre. Et ils sont fait traiter de Vax, ce qui est l'insulte contre les Alsaciens chez les Allemands, ou Franzmann, qui est aussi une autre insulte contre les Français. Aujourd'hui, je pense que j'ai surmonté cette opposition, parce que le Rhin n'a plus une rive unique. On a construit l'Europe, on a bâti l'amitié franco-allemande, et je pense que l'identité européenne, qui est la mienne, qui est la nôtre, m'a permis de surmonter cette opposition. Laurent Wirth, ce que vous racontez, donc, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même écrit un livre pour raconter ça. Vous avez attendu pour l'écrire. Donc, ça signifie peut-être aussi que cette union entre la sœur de Jacques, avec qui Pierre a fait la résistance, n'a pas été si simple que ça. Quelle trace ce passé-là a laissé dans votre famille ? Nous, on était finalement... Mon père était fils d'un prolo. Hein, mon grand-père alsacien, c'était un tout petit paysan. Il n'avait même pas de vaches. Il avait des lapins, des poules, quelques oies, mais il n'avait même pas de vaches. Et il complétait ses revenus en entretenant les voies aux chemins de fer impériaux, puisqu'il était allemand, et il travaillait donc sur les chemins de fer allemands. Donc c'était vraiment un prolo.
Et mon père était fils de ce prolo et il a pu s'élever en faisant... Il n'a pas le bac, hein, mon père. Il va devenir professeur agrégé, mais il n'avait pas le bac. Il a fait ce qu'on appelait à l'époque l'enseignement primaire supérieur. Il a passé le brevet supérieur, il est rentré à l'école normale et ça a été sa chance, puisque étant à l'école normale de Colmar, au moment de la déclaration de guerre en 1939, l'école normale de Colmar, et tout le village d'ailleurs, a été délocalisé dans le sud-ouest. Il est allé à Guyon, l'école normale délocalisée à Guyon, puis à Périgueux, et ça a été vraiment sa chance, puisqu'il n'était pas en Alsace en 1942, au moment où les nazis ont imposé le service militaire obligatoire à tous les Alsaciens. Il n'a donc pas été un de ces malgré nous. Et il a pu, donc ensuite, mais il a été obligé de se cacher, parce qu'il était recherché comme déserteur et condamné à mort par les Allemands, d'où la résistance, d'où ensuite le combat et la rencontre avec Jacques. Mais après, alors. Alors après, je crois que mon père est devenu plus auvergnat que les Auvergnats. Il a écrit des tas de guides sur le Cantal. Il m'a fait, je dirais que c'est un Alsacien qui m'a fait aimer l'Auvergne. Oui, mais ensuite, dans les réunions de famille, quand vous étiez petit, etc., comment ce passé de 14-18 a pu être... Alors on est d'accord que sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une espèce de cohésion familiale, parce que les deux ont convergé dans un acte de résistance. Mais comment est-ce que ça se passait en famille quand on parlait de cette guerre 14-18 ? Est-ce que c'était une gêne ? Est-ce que tout était pacifié ? Ou est-ce que quelque chose était encore en germe de conflit ? Alors, à vrai dire, 14-18, on en parlait plutôt du côté de mon grand-père, chirurgien de guerre, et mon père parlait rarement de la guerre de son père. Pour tout vous dire d'ailleurs, moi j'ai découvert énormément de choses dans les archives, parce que j'ai fait un récit fondé sur des archives. J'avais 11 ans quand mon grand-père est mort, j'avais pas 20 ans quand l'autre grand-père, l'Alsacien, est mort. Avec l'Alsacien, on n'a pas pu échanger beaucoup, parce qu'il maniait pas bien la langue française, et avec l'Auvergnat, j'étais trop jeune pour lui poser des questions. Donc j'ai fait des recherches dans les archives, j'ai trouvé ce que l'historien appelle une pépite. Quand moi, au service d'histoire de la défense au château de Vincennes, j'ai trouvé le dossier d'Albert Ginès, médecin capitaine, avec toute sa guerre, avec les rapports de ses supérieurs, sa première opération, les fronts où il a été à Verdun, au chemin des Dames, il a tout fait. Ça a été une émotion profonde. Pour mon grand-père alsacien, c'était beaucoup plus dur. Il a fallu aller en Allemagne, aux archives du pays de Bade-Württemberg, exhumer le journal de marche et d'opération de son régiment. C'est là que j'ai appris que mon grand-père alsacien, il avait fait la Somme. J'ai retrouvé son livret militaire. Mais on n'en parlait pas. C'est-à-dire, aussi bien en Alsace qu'en Auvergne, je n'ai jamais entendu parler de la guerre de 14-18 de l'allemand. Jamais. Et il y avait un autre problème, c'est-à-dire que nous, on était des métis, je dirais, régionaux, alsaciens, auvergnats, mais on était aussi des métis sociaux. C'est-à-dire que nous, d'une certaine façon, on était des prolos qui s'étaient greffés sur une famille de bourgeois. Mon grand-père auvergnat, il avait chauffeur, cuisinière, et j'ai même retrouvé dans les malles de mes grands-parents, il n'y en avait plus quand j'ai grandi, mais j'ai retrouvé vous savez, les gilets qu'avaient les valets de pied, les gilets rayés jaunes et noirs comme Nestor dans les albums de Tintin, la casquette du chauffeur, etc. Donc on était des prolos dans une famille de bourgeois, mais mon père s'est complètement intégré là-dedans, parce que mon père était un intellectuel qui imposait le respect. Oui. Je crois que c'est ça. Et c'est tout à fait ce qu'on lit dans votre texte. Un dernier mot, parce que la rencontre arrive à son terme. Est-ce que c'était les conditions pour faire de vous un Européen accompli ? Je pense que ça a joué un grand rôle, si vous voulez, parce que c'est vrai que dans mon enfance, j'étais dans une famille gaulliste, de par les engagements dans la résistance, mais assez vite quand même, j'ai eu conscience que les deux guerres mondiales, 20 millions de morts en 4 ans pour la première, 45 millions de morts pour la seconde, avaient été des drames absolus et qu'il ne fallait plus qu'on connaisse ça. Et je crois que cette conviction européenne, mais en même temps enracinée dans, j'ai dit un terroir liquide, pour moi c'est la Dordogne. Hein. Alors je vais vous dire une chose qu'il ne faut pas répéter parce que c'est pas très légal. J'aurais bouclé la boucle. Quand je serai mort, moi j'aimerais qu'on jette mes cendres dans la Dordogne et aller terminer. Et vous, Louis-Olivier Vité, vous partagez cet amour du lieu. J'allais dire, si j'avais eu à parler de ma mort, exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, oui, jetez-moi au poisson dans la Dordogne, qu'au moins je serve à quelque chose. Voilà.
D'accord, alors on part des liens et on termine sur un lâcher de cendres dans la Dordogne. Je ne sais pas comment on est parvenu là, mais il y a quand même un amour, un ancrage très fort et un amour du lieu là chez vous deux. Attention, la Dordogne est un fleuve, comment dire, plus qu'attractif. C'est du sang qui coule en nous. Quand on aime la Dordogne, quand on tombe amoureux de cette rivière, de son parfum, de ses pierres, de ses falaises de craie ou de ses falaises de granit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas une rencontre sur les liens, c'est une rencontre sur les liens de vous deux en tant qu'auteurs avec la Dordogne. Laurent Wirth, à l'armes égales, 1914-1945, aux éditions Les Monédières. Louis-Olivier Vité, La Dame des Vignes Hautes. Oui, on le voit ici, vous inquiétez pas, aux éditions Calman Lévy dans la collection France de toujours et d'aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci à tous d'avoir été si nombreux et si fidèles à cette 36e édition de la Foire du Livre de Brive. À l'année prochaine.